Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ici sur le plateau SCD Magazine en direct du salon Millipol pour cette séquence particulière sur laquelle je suis ravie d'accueillir le général Jean-Philippe Lecouf. Vous êtes Deputy Executive Director Operations de Europol. On a vu sur la séquence précédente combien Europol était une organisation essentielle dans la coopération policière au niveau européen notamment. Vous allez nous en dire un peu plus tout de suite, notamment quelles sont les principales préoccupations d'Europol en termes de lutte contre la criminalité sur le sol européen. Oui, bonjour à tous. Écoutez, Europol, donc, c'est peut-être un mot pour représenter l'agence. Ça peut toujours être utile. Donc, c'est l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, c'est-à-dire, en gros, les policiers, les gendarmes et les douaniers, tous ceux qui exercent, en fait, qui font appliquer la loi, ont leur agence au niveau de l'Union européenne. C'est une agence qui appuie les investigations des États membres, qui n'a pas de pouvoir coercitif par elle-même. Ce sont les États membres qui font tous les actes d'enquête qui nécessitent un pouvoir de coercition. Mais l'agence soutient leurs investigations par des expertises, par de l'analyse criminelle, opérationnelle, stratégique, par des financements, par la fourniture d'un certain nombre de moyens de haute technologie parfois, comme par exemple nous avons une plateforme de déchiffrement qui permet de forcer, de déchiffrer des mots de passe, etc. Donc je dirais des domaines assez pointus dans lesquels on peut soutenir l'action des 27 États membres de l'UE. Europol donne aussi aux institutions européennes et aux États membres une vision, européenne des problèmes de criminalité, qui sont souvent vus évidemment au niveau local, au niveau national, mais qui ont besoin d'avoir un focus plus international et en particulier européen. Alors pour répondre à la question que vous posez sur quelles sont les choses qu'on voit et nos préoccupations principales, alors il y en a évidemment beaucoup. C'est toujours difficile de faire des priorités dans le domaine criminel parce que derrière, il y a toujours une victime ou une autre. Donc, mais je dirais que Europol publie tous les 4 ans un rapport très important qu'on appelle entre nous le SOCTA. C'est l'acronyme anglais de Serious Organized Crime Threat Assessment, donc évaluation de la menace criminelle organisée. Le dernier date de 2021. Ce qu'on y voit, c'est que le trafic de drogue reste un des enjeux majeurs de la criminalité organisée, une des clés, qu'il génère de la violence de plus en plus. On a vu des pays, j'ai en tête par exemple la Suède, qui se pensait à l'abri à un moment, qui est victime de règlement de compte. Donc c'est vraiment un développement et une utilisation par des organisations criminelles qui deviennent de plus en plus puissantes de la violence, mais aussi de la corruption à tous les niveaux, à la fois pour acquérir des informations, acquérir des entrées dans certains lieux stratégiques, les ports par exemple, essayer d'empêcher les investigations. Donc, trafic de drogue, une des infractions matrices, avec développement de la violence et de la corruption. Le trafic de migrants, ça a été évidemment mis au devant de l'actualité avec les événements liés à Lampedusa il y a quelques semaines, avec des systèmes de lutte contre ces trafics de migrants dans lesquels Europol est très investi. On a des préoccupations aussi importantes sur l'infiltration de l'économie légale par le crime organisé, qui cherche d'une part à blanchir l'argent du crime, mais aussi à se donner des façades légales pour pouvoir s'installer dans la société, dans certaines zones, y prendre un pouvoir supplémentaire et pouvoir y développer ses activités. Et puis évidemment, tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Le monde étant devenu numérique, digital en anglais, numérique en français, eh bien, je dirais la surface d'attaque des criminels par rapport
aux entreprises par rapport aux particuliers, etc., dans le domaine du crime cyber, c'est très largement étendu. Je ne parle pas ici du terrorisme parce qu'on a décidé de se concentrer sur la criminalité organisée, mais il va de soi, et Europol est compétent en matière de contre-terrorisme, qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, avec les événements récents, nous avons une attention tout à fait particulière sur les questions de contre-terrorisme. Et vous parlez donc de cybercriminalité, qui est effectivement un des axes de travail majeurs d'Europol. Quels sont les dispositifs qui existent en matière de coopération et comment on peut les renforcer, les faire évoluer pour s'adapter justement à cette menace qui, elle aussi, est en forte croissance? Alors, il y a des dispositifs de coopération qui existent, évidemment, qui sont gérés par des instruments soit européens, juridiques, je veux dire des instruments juridiques soit européens, soit internationaux, en particulier la Convention de Budapest. Ça fonctionne, mais on voit quand même qu'il y a encore besoin de travailler. Moi, j'ai envie de dire que sur ces questions de cybercriminalité, il faut vraiment qu'on essaye de décloisonner les mondes. Le cyber, comme on dit, s'est beaucoup développé. Chacun met un peu, d'ailleurs, le mot est un peu un mot valise qui est, et vous le savez mieux que d'autres, puisque vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là, mais tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière le cyber. Donc des fois, on parle de cyberdéfense, en fait, on parle de cybersécurité, on parle de cybercrime, on parle de cyberinvestigation, et en fait, on ne sait pas bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mondes qui, à mon avis, ont besoin de se décloisonner. Europol y travaille beaucoup. Donc, je vais prendre deux exemples qui me paraissent tout à fait importants. Par exemple, le monde de la cybersécurité avec le monde de l'investigation criminelle. Ce qu'on fait, nous, Europol a un centre européen de lutte contre la cybercriminalité depuis 10 ans. Et on voit que, en fait, on a eu du mal à installer des ponts qui sont maintenant bien établis avec le monde de la cybersécurité, avec les CERT, par exemple, etc. Parce que quand il y a des attaques, évidemment, on a besoin de se protéger tout de suite et de diffuser l'alerte, mais nous, on a besoin aussi d'être tout à fait renseignés pour pouvoir démarrer des investigations sur ces attaques. Et quand on arrête un groupe de cybercriminels, puisqu'on sait qu'il y a des groupes constitués de cybercriminels, quand on les arrête ou quand on démonte leur infrastructure, ben, on les dissuade de recommencer. Donc ces premiers exemples, par exemple, cybersécurité, cyberinvestigation, il faut se parler. Et pareil pour le monde du public et le monde du privé. Aujourd'hui, la cybersécurité, elle est beaucoup dans la main de grandes entreprises, grandes ou petites. D'ailleurs, il y a aussi des startups dans ce domaine-là, etc., qui ont beaucoup de données, qui voient des choses. On a besoin de coopérer ensemble, d'échanger des données. Nous aussi, quand on fait nos investigations et quand on les réussit, on a des données qui sont intéressantes à rebasculer sur le monde de la cybersécurité pour mieux se protéger. Donc on est en plein dans un système qui doit se décloisonner, où l'échange d'informations doit être plus rapide, plus performant, plus, je ne veux pas employer de mots anglais trop, mais vraiment où on donne à temps la bonne information. Donc ça doit être à la fois pertinent et à la fois transmis très rapidement pour pouvoir réagir. Donc nous, à Europol, ce qu'on souhaite, c'est vraiment essayer de décloisonner ces mondes et de faire qu'on offre un front uni face aux cybercriminels. Oui, c'est un enjeu de résilience aussi, décloisonner. C'est absolument un enjeu de résilience parce qu'évidemment, en décloisonnant, on augmente la sensibilité des uns et des autres à ces phénomènes. On leur permet de mieux se protéger, de connaître les attaques, les attaquants, d'où ça vient, comment ça se passe, etc. Et en fait, on augmente le niveau de résilience de toute la société, même si je ne doute pas que les criminels vont chercher des moyens toujours. Hein, c'est la vieille, la vieille lutte de la lance et de la cuirasse. À chaque fois, ils vont essayer, mais ça, on le connaît, c'est des choses auxquelles on est habitué. Mais dans ce monde numérique, je crois que c'est un peu nouveau pour beaucoup de gens, que ce soit les particuliers
Et là, il y a des organismes comme Cybermalveillance, etc., qui font un travail extraordinaire auquel vous participez d'ailleurs, hein, en diffusant cette connaissance, parce que je pense que c'est aussi important, la sensibilisation, y compris du citoyen, sur tous ces sujets-là, qui n'est pas habitué, même s'il commence à quand même percuter sur beaucoup de choses, etc., et pas se laisser avoir par le premier mail qui lui perd de phishing, parce que ça commence à se diffuser. Donc il y a une œuvre de pédagogie à faire, qui n'est pas seulement à faire par les services publics, qui est à faire par évidemment le monde des médias, et qui est à faire évidemment par les entreprises. Oui, absolument, la sensibilisation et la formation, donc. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, les criminels sont inventifs, créatifs, ils essayent toujours d'avoir un temps d'avance. On parlait du numérique, mais sur les autres formes de criminalité, quelles évolutions vous pouvez envisager, vous imaginez, et comment on s'adapte à ces évolutions, à ces formes de criminalité qui évoluent? Bah, enfin, un de nos sujets, c'est d'essayer de détecter précocement les évolutions de la criminalité. Pour ça, on a besoin de détecter les signaux faibles et de pouvoir les interpréter dans un sens très positif. Alors, on a des sujets d'inquiétude. Hein. On a des sujets d'inquiétude sur, par exemple, le développement de services criminels pour les criminels, ce qu'on appelle en anglais crime as a service. Hein, donc on a des organisations criminelles aujourd'hui qui sont spécialisées dans des domaines bien particuliers. C'est particulièrement vrai dans la cybercriminalité, puisque on sait par exemple que des groupes qui commettent des ransomware achètent des informations à des gens qui vont les voler et qui les mettent en vente sur le darknet ou ailleurs. Donc il y a tout un écosystème, entre guillemets, si on peut dire, pour prendre un parallèle avec l'entreprise, un écosystème qui se met en place avec des criminels qui développent des savoir-faire particuliers dans des domaines et qui sont donc sollicités par d'autres criminels pour leur fournir un service. C'est aussi le cas dans un domaine qui est très inquiétant aussi pour nous, qui est celui du blanchiment de l'argent, et voire même à certains niveaux de systèmes financiers occultes, avec des systèmes de compensation, la capacité à bouger de l'argent illégal d'un point à l'autre du globe sans être inquiété. On voit évidemment aussi des évolutions qui sont liées aux nouvelles technologies. Et toutes les criminels, bon, moi je suis frappé par le fait que des organisations criminelles, à partir du moment où elles ont un certain niveau de puissance, d'argent, etc., sont extrêmement intéressées par tout ce qui est nouveau en matière de nouvelles technologies. Et justement, ces nouvelles technologies, elles peuvent représenter un risque, donc, quand elles sont aux mains des criminels, mais elles sont aussi un atout quand on sait les mettre à notre service. Quelles sont les technologies dites de rupture ou disruptives dont vous pouvez voir le potentiel pour vous aider justement dans vos missions pour contrer ces nouvelles menaces? Alors, vous avez raison de le dire et de le dire comme ça. Une technologie nouvelle qui arrive, c'est un risque et c'est une opportunité en même temps. Donc, on aime bien regarder les deux faces de la pièce à Europol. C'est pour ça qu'on a créé il y a quelques années, en 2019, un Innovation Lab, un laboratoire d'innovation en français, en fait, où on suit les évolutions de ces nouvelles technologies avec le but d'essayer de déterminer à chaque fois le côté... on a tendance à l'appeler rouge et bleu, hein, rouge pour les méchants, bleu pour les gentils. Et alors on a par exemple émis récemment un rapport sur du coup j'ai plus le mot en français, mais l'informatique quantique, le quantum computing. Parce que donc, Europol a sorti un rapport très récemment où on fait un premier point sur les capacités en fait de cette informatique quantique, comment elles peuvent être utilisées par les criminels, comment elles peuvent être utiles aux forces de l'ordre. On a fait la même chose sur l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle. Il y a une sensibilisation quand même très importante à faire sur ce domaine-là, avec quand même parfois une difficulté, c'est que moi ce que je constate, enfin, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est que si ces nouvelles technologies, parlons de l'intelligence artificielle, offrent des nouvelles opportunités, elles inquiètent aussi beaucoup nos concitoyens.
Et moi, je trouve qu'elles sont souvent regardées par le mauvais côté des choses. C'est-à-dire, en particulier parfois dans les médias, on souligne beaucoup les risques. Ah, l'intelligence artificielle, on risque de faire ceci, de vous voler vos données, de vous remplacer votre travail, etc. Et on a du mal à voir ou à mettre en lumière les bons côtés. C'est une difficulté pour nous parce que du coup, il y a une méfiance du public par rapport à l'utilisation de ces technologies. Alors, nous, à Europol, on essaye d'être la voix aussi des forces de police, de gendarmerie, de douane, je dirais européennes, pour dire, attention, nous, on travaille évidemment à la protection de nos concitoyens, dans un cadre qui est un cadre légal, sous la supervision de magistrats, de contrôleurs, en l'occurrence pour nous le contrôleur européen des données personnelles, mais ça peut être aussi la CNIL en France, etc. Donc on a la capacité d'utiliser ces outils dans un certain cadre légal. Encore faut-il qu'on travaille ce cadre légal. Et ce qu'on voit, c'est que quand on essaye de le mettre... Alors vous avez par exemple un texte sur l'intelligence artificielle qui est discuté au niveau européen aujourd'hui, qui donne lieu à beaucoup d'échanges et où on voit que la méfiance est quand même très très haut, au point que ces outils-là, s'ils étaient utilisés par les forces de l'ordre, devraient être soumis à une forme de contrôle très très lourd pour vérifier qu'on n'abuse pas de ces outils pour surveiller les citoyens, ce qui est une préoccupation, encore une fois, qu'on trouve légitime, nous, et on est prêt à travailler évidemment sous tous les contrôles possibles et imaginables, mais tout en garantissant l'efficacité de notre action, parce que eux, les criminels, quand ils utilisent ces nouvelles technologies, ils les utilisent sans évidemment aucun cadre légal, puisque c'est leur métier, et ils en abusent pour tromper, voler, parfois aussi attenter à l'intégrité physique de nos concitoyens que nous, on est chargé de protéger. C'est un défi assez commun des forces de police et de sécurité plus globalement aujourd'hui, c'est de réussir justement à montrer la face positive, disons les technologies de confiance, parce qu'ils finalement au service des forces, mais qui elles-mêmes sont au service des citoyens. Et je crois que c'est peut-être l'idée qu'on peut garder de ces discussions, puis qui font aussi écho aux discussions qu'on a eues précédemment aujourd'hui. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous cet après-midi et d'avoir partagé vos réflexions sur ces sujets. Merci à vous de m'avoir invité.